Donc, Sylvain Mesplou, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le premier groupe d'étudiants sur le projet Phosphobio. Et notamment, moi, j'avais vu des systèmes qui fonctionnaient des fois pendant plus de 30 ans sans avoir eu un seul apport de phosphore. Et on se disait, mais quand même, ça fonctionne très bien. Et puis, les agriculteurs nous disaient que le premier facteur limitant, c'était les apports d'eau. Et du coup, moi, je m'étais posé la question, finalement, est-ce que ces analyses, donc c'est des prélèvements qui sont faits sur des horizons de 0 à 30 cm. C'est les horizons organominérales les plus où il y a le plus d'éléments fertiles pour la plante. Mais est-ce que c'est pas forcément un biais dans le raisonnement de la fertilisation phosphore que de s'intéresser que à cette superficie et pas à considérer la profondeur des racines qui peuvent aller pour un blé des fois jusqu'à 2,10 m de profondeur? Et est-ce que il faudrait prendre en compte changer cette approche ou pas? Voilà, je voulais votre avis. Alors, il y a effectivement, hein, le phosphore est sans doute pas un des premiers facteurs limitants, on l'a vu, hein, il peut y avoir, on verra de plus en plus sans doute l'alimentation en eau. Après, l'assimilation du phosphore, de ce que j'en sais, c'est quand même une assimilation active, donc il y a besoin d'énergie. Et donc, a priori, en dessous de 50 cm en profondeur, il n'y a plus trop d'oxygène dans le sol, hein, donc il n'y a plus vraiment d'assimilation. Donc la nutrition phosphatée se passe quand même en surface. Et les analyses de terre, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que c'est un outil qui doit nous servir à gérer la fertile, mais du coup aussi à voir les évolutions des pratiques. Donc, l'agriculteur, il est capable d'agir sur la couche sur laquelle il intervient. Et les couches profondes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, même si un diagnostic initial peut être pertinent pour évaluer un potentiel, pour voir l'impact des pratiques, il faut des choses qui réagissent quand même. Et c'est quand même plutôt la couche de surface qui reste. Alors, quelle profondeur? Là, la question peut toujours être posée, mais c'est quand même plutôt cet horizon-là qui reste celui qui a investigué. Mais par contre, ouais, le potentiel, lui, il est raisonné sur beaucoup plus profond. Ouais, peut-être un tout petit compliment aussi. Quand tu dis que le blé peut descendre à 2,10 m, au moment où on l'implante, la graine, elle est en surface. Donc le temps que les racines se développent et atteignent cette profondeur, il faut que la plante puisse acquérir du phosphore. Et en plus, le phosphore est capital dans le développement racinaire. Donc c'est aussi ce qui justifie le raisonnement. Tu voulais... Il y avait juste, ça va dans le même sens que ce que tu dis, c'est que bon, là, on n'a pas amené les graphes qui vont avec, mais il y a des gradients de disponibilité qui sont très importants entre les horizons de surface et la profondeur. Donc, le phosphore disponible, il se trouve essentiellement dans les horizons de surface, parce que si on repart des cycles que j'ai montrés, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait avec les restitutions ou les apports, où c'est là où le phosphore va se concentrer. Même dans des écosystèmes naturels, donc on va avoir un petit peu d'altération, des roches-mères, etc. Mais quantitativement, c'est très, très faible. Et on a plutôt une accumulation historique des formes de phosphore dans les horizons de surface. Bonjour, Elkani du groupe OCP. Une question pour vous et pour Monsieur Alamouli aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot et votre opinion sur les nouvelles analyses spectrales du sol, leur périmètre d'utilisation, notamment les analyses spectrales par infrarouge, leur périmètre d'utilisation, fiabilité, usage ou nouvelles techniques qui sont de plus en plus, on entend parler dans différentes conférences et tout ça. Merci. Tu commences ou comme tu veux? Ouais. Alors, les technos infrarouges, effectivement, donc c'est des méthodologies où on va scanner le sol, en gros, acquérir un spectre, et ce spectre, après, il faut le corréler par des méthodes statistiques, hein, à l'aide de jeux de données, aux paramètres d'intérêt. Hein. Donc, c'est effectivement de la méthodologie indirecte. Et donc, ça n'est pertinent que si effectivement il y a un très très gros jeu de calibration derrière pour faire les relations. Alors après, c'est parfois des liaisons statistiques, donc la reproductibilité dans des contextes différents sont parfois questionnées. Et la vision que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'a priori, c'est des méthodologies qui de toute façon auront des niveaux de précision plus faibles que les méthodes de référence liées à leur construction et qui a priori aujourd'hui répondent surtout pour mesurer des éléments totaux, c'est-à-dire de l'argile, du calcaire, la teneur en eau, voilà, pour des éléments échangeables, disponibles, comme c'est des liaisons indirectes,
a priori, la précision ou l'incertitude liée à ces méthodes-là est plus importante. Et les tests qu'on avait pu faire, c'est que voilà, si on déjà avec les mesures au labo, on a plus ou moins 10% d'incertitude analytique, hein, ce qui est déjà quand même pas négligeable. Généralement, avec les méthodos infrarouges, avec les technos que je connais aujourd'hui, c'est 2 à 3 fois supérieur. Et quand on raisonne avec des seuils comme on a ici, on a pas mal de chances d'être au-dessus ou en dessous. Par contre, c'est des méthodes qui, comme on mesure sur le terrain, permettent de mieux capter une hétérogénéité, contrairement à une analyse de terre où on va choisir une zone, on fait un point et on revient à ce point-là 5 ans après. Là, la facilité d'acquisition fait que par contre, on peut avoir une cartographie. Mais par contre, il faut être conscient que notamment pour ces fractions dites échangeables ou autres, c'est assez difficile d'avoir des prédictions robustes, quoi. Oui, moi juste pour compléter, en fait, ces méthodes, effectivement, elles vont vous renseigner, essayer d'approcher une quantité totale d'éléments, mais on est très loin des quantités qui sont disponibles pour la plante. C'est ce que tu as présenté aussi très bien en tout début de ta présentation. Donc oui, pour essayer de cartographier de l'hétérogénéité de teneur totale à l'échelle d'une parcelle, ok, c'est des techniques, oui, qui sont en pleine voie de développement. Et après, de corréler ça avec des poules dits disponibles, déjà, on va essayer de les rapprocher de méthodes d'extraction qui elles-mêmes ont certaines limites. Hein, on voit bien, il y a une multitude de méthodes. Là, tu en as présenté 3, mais si on fait la littérature internationale, il y a quasiment, au cas par cas, quasiment, il y a une méthode. Une par pays, en gros. Une par pays, parce qu'elle a construit son référentiel avec cette méthode-là. C'est juste ça. Mais on est très loin du fonctionnement de ce que j'ai essayé de vous présenter en introduction, des processus qui déterminent le prélèvement par les racines et par les plantes. Ouais, donc il y a 2 questions en ligne. Donc, une première question sur, alors je lis, comment fait-on pour estimer les exigences dans un couvert de plantes associées? A-t-on des données d'exigence ou de besoin pour des couverts de cultures associées? Je veux bien répondre. Pour la partie exigence, je pense qu'on évoquera un petit peu ça cet après-midi. Pour la partie besoin, donc les besoins, comme l'a dit Mathieu, c'est le rendement multiplié par un coefficient exportateur. Mathieu a présenté donc des références du comifère, donc issues de travaux en agriculture conventionnelle. Et là, on n'en parlera pas aujourd'hui. Par contre, on a un poster présent dans la salle et il vous sera envoyé aussi pour les personnes à distance dans la conversation. Donc un poster où on a fait ce travail de production de références de teneur dans les organes pour l'agriculture biologique. Alors, on n'a pas forcément les métailles ou les cultures associées, mais la méthode qu'on propose, c'est en gros de multiplier le coefficient exportateur des différentes espèces qui composent le mélange, en pondérant par chaque espèce. Et une deuxième question, voilà, qui me semble compliquée. C'était la réponse, Mathieu. Lorsqu'une plante développe une symbiose mycorhizienne, a-t-on déjà évalué la part de carbone dans les exsudats qu'elle peut allouer aux champignons? Voilà. C'est une bonne question. Il y a eu des travaux, alors je n'ai pas toutes les références là, directement sous la main, là, encore une fois, mais il y a eu des manips où on a fait du traçage avec du carbone marqué et les travaux, ils ont montré que c'était pas loin de 20% du carbone qui était assimilé par la plante qui pouvait être alloué alors aux micro-organismes du sol, y compris les mycorhizes. Voilà, c'est des ordres de grandeur. Bon, ça peut être variable. Encore une fois, il faut que la symbiose mycorhizienne, là, on en parle parce qu'on parle de phosphore, mais il faut déjà le temps qu'elle s'installe. Hein. Au début, quand on met une graine, les premières racines, il n'y a pas de mycorhize. Donc, il faut, pour que les mycorhizes soient efficaces, qu'elles puissent contribuer significativement à la nutrition, voilà, déjà, ça sera sur des sols qui sont plutôt pauvres en P. Si le sol est riche en P, entre guillemets, la plante, elle ne va pas spécialement investir, perdre du carbone si elle n'en a pas besoin pour acquérir ses ressources. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, voilà, c'est que c'est tout. Là, on raisonne à un moment donné, mais c'est tous des processus qui sont dynamiques, qui prennent du temps à se mettre en place, hein, pour avoir un petit peu expérimenté au champ là-dessus. Sur les premiers stades qui sont vraiment critiques pour l'acquisition du phosphore, les mycorhizes ne sont pas encore vraiment présents là. Donc
voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça.